Bonsoir, c'est Chris Comte. Aujourd'hui, nous sommes de saison avec les maîtres nageurs. En fait, il commence à faire chaud, et vous avez peut-être commencé à passer du temps à la piscine ou à la plage. Et on va plutôt parler d'expériences assez étranges, voire traumatisantes, on va voir. En tout cas, ces histoires qu'on est allé vous dénicher, entre autres sur Reddit, et avec mon équipe, on a rajouté des voix pour plus d'immersion. Équipe, bien évidemment, qui est constituée de monteurs qui peuvent compter sur des softwares pour les aider dans leurs tâches. Et si vous êtes également vidéaste, vous savez à quel point avoir un logiciel qui vous permet de convertir et de compresser des fichiers, c'est super important. Et c'est entre autres le rôle de Uniconverter, notre sponsor du jour. Et avec ce logiciel, c'est super simple parce que pour la fonctionnalité convertisseur, il vous suffit d'importer votre vidéo, par exemple là, notre vidéo horreur qu'on vient de faire, et de choisir le format final qu'on souhaite. Et là, du côté de votre compresseur, vous avez juste à importer votre vidéo, là, notre vidéo flippante, et l'outil va nous proposer une compression. Donc, l'avantage, c'est que la qualité ne change pas, mais le poids sera plus léger. Et d'ailleurs, figurez-vous qu'il existe d'autres fonctionnalités, comme par exemple téléchargeur, qui vous permet, comme son nom l'indique, de télécharger des vidéos YouTube ou même plein d'autres sites. Vous avez juste à copier-coller le lien et puis le tour est joué. Donc voilà, Uniconverter, ça vous propose aussi pas mal de features en se basant sur l'intelligence artificielle. Entre autres, par exemple, utiliser le débruiteur qui permet d'isoler les voix, ça c'est super pratique. Recadrer aussi une vidéo en 16:9 ou en 9:16 en quelques clics seulement, donc parfait si on veut faire du YouTube ou alors du coup du TikTok. Mais également utiliser le changeur de voix pour transformer une voix d'homme en voix de femme, de robot, d'enfant ou inversement. Bref, ça peut être super pratique. Et nous, comme on fait plein de voix différentes, ça peut être une fonctionnalité qu'on utilise. Là, par exemple, échantillon de voix. Alors bien sûr, il y a toute une flopée d'autres fonctionnalités sur Uniconverter. Mais si ça vous tente, allez sur le lien en description ou sur leur site et checkez ça. En tout cas, pour en revenir à notre programme du jour, on va voir un exercice qui tourne très mal, mais aussi une jeune fille dont la politesse a failli lui coûter cher et le pire début de journée possible pour une sauveteuse en mer. Alors, cette histoire est racontée par Raccoon Giraffe Pizza, c'est son pseudo, et ça remonte à quelques années. Alors, l'histoire est assez courte, mais pas moins traumatisante pour autant. Et du coup, ici, on va l'appeler Alice, pour un meilleur récit. Et à l'époque, Alice, qui est maître nageur, nous explique que son équipe doit faire le même exercice de secourisme toutes les semaines dans un lac. Donc c'était vraiment un exercice qu'on détestait tous, c'était une purge tellement c'était redondant. Et en plus de ça, il faisait froid, c'était le matin, enfin bref, il y avait vraiment de quoi démotiver tout le monde. Mais bien évidemment, un jour, ça ne va pas se passer comme prévu. Et là, en fait, elle nous explique un peu le principe de l'exercice déjà. Avec le groupe, on évolue en ligne en partant depuis la berge et on avance de plus en plus vers le milieu du lac. Jusqu'à atteindre généralement l'endroit où il y a environ 3 mètres de profondeur. Donc ça va, c'est pas très très profond non plus. Et puis ils doivent alors plonger tour à tour pour faire des simulations de sauvetage. Et là, Alice nous précise donc que toute la manœuvre est interminable. Parce que normalement, une fois qu'on a trouvé la personne qui se noie, on retourne à la berge, sauf que là, c'était le chef qui s'occupait de dire quand est-ce qu'on avait fini, quand est-ce qu'il trouvait qu'on avait assez pratiqué l'entraînement. Bref, ce jour-là, l'exercice suit son cours et c'est au tour d'Alice de plonger. Là, elle prend une grande inspiration, elle plonge d'un coup, elle commence à faire des grands gestes autour d'elle en essayant de nager vers le fond de l'eau, à 3 mètres de profondeur donc. Et tout à coup, elle sent un pied humain. Donc là, d'un coup, je panique et pendant quelques secondes, je réfléchis et là, j'en suis sûre, j'ai trouvé un cadavre, c'est sûr. En fait, c'est déjà assez horrible de chercher une personne que l'on sait disparue avant de la trouver. Mais là, c'en est quand même une autre de tomber sur une victime imprévue lors d'un exercice de routine. Habituée quand même à agir sous stress, j'ai le bon réflexe d'enrouler mes bras autour du corps et d'essayer de rejoindre la surface le plus vite possible. Et là, arrivée à la surface, elle remarque que c'est un homme de très grande taille et qu'elle a beaucoup de mal à nager avec la taille du corps. Donc je crie à l'aide, je hurle, j'essaye de rester à flot le plus possible, mais j'ai quand même du mal. Et c'est à ce moment-là que l'un de ses collègues sort en urgence de l'eau. Il récupère une espèce de frite, vous savez, l'espèce de gros truc flottant qu'on trouve à la piscine, et il va aider Alice à mettre le mec à la surface. Alors jusqu'à maintenant, Alice n'avait même pas prévu de regarder le visage de la victime. En fait, elle était trop préoccupée à ce moment-là d'essayer de le sortir de la flotte. Voilà, à ce moment-là, c'était un peu chaud pour elle, elle n'arrivait plus à respirer, à faire de l'effort et tout. Donc à un moment donné, quand on est à peu près stable, je le regarde, et là, je m'aperçois que c'est un de mes collègues. Donc là, je suis pris d'une sensation horrible où j'arrive pas vraiment à décrire ce qui se passe. J'ai un stress intense, j'ai l'impression qu'un de mes collègues est mort, quoi. Mais en tout cas, elle commence un peu à perdre ses moyens et alors elle hurle pour qu'on lui amène une planche pour mieux le stabiliser. Et elle crie en même temps d'appeler les urgences parce qu'elle est clairement en état de panique. Sauf que d'un coup, je remarque que j'ai pas vraiment affaire à un cadavre, ni même à une victime en fait. Parce que je vois que le gars qui est sur la planche a les yeux légèrement outre-ouverts et a l'air de regarder à droite, à gauche. Et du coup, il est pas du tout en état de danger. Et c'est à ce moment-là qu'elle comprend qu'en fait, en réalité, il fait partie de l'exercice, sans que personne ne l'ait mise au courant. Là, Alice arrive un petit
peu à se remotiver, on va dire, et faire le reste de l'exercice, comme s'il s'agissait d'un vrai sauvetage, jusqu'à le ramener sur la berge. Et du coup, une fois arrivé à la berge, le gars se redresse et puis là, il va vers le maître qui s'occupait de l'exercice et il lui fait un check. Donc je comprends qu'en fait c'était pas du tout un accident ni même un mec qui s'était retrouvé attiré par le fond, c'était complètement un exercice surprise dont personne n'avait été informé dans l'équipe. Bon alors là son collègue qui est bien vivant donc il lui explique qu'en fait il s'était laissé glisser au fond de l'eau sans que personne s'en aperçoive. Et du coup grâce à un timing, sa capacité à retenir sa respiration et autres, on n'y avait vu que du feu. Du coup ce jour-là j'ai capté que vraiment c'était une leçon hyper précieuse, qu'il fallait jamais prendre ce genre d'exercice à la légère, qu'il fallait s'entraîner dur et surtout que je ferais toujours de mon mieux pour ne jamais avoir à revivre un événement aussi stressant et aussi horrible quoi. Et donc pour ça, il faut qu'elle soit au taquet quand elle surveille les gens et que personne ne coule alors qu'elle a le dos tourné. Alors, si là on a resté sur un exercice, cette fois-ci on va partir sur une situation beaucoup plus réelle et pesante. Alors cette histoire-là nous est racontée par Instrumental, mais son pseudo, il y a des chiffres. Vous voyez, quand on essaie de changer un E par un 3, c'est ça quoi. Et ça remonte au milieu des années 2010. On l'a renommée en Annie, c'est plus simple. Et du coup, Annie nous explique qu'elle était sauveteuse sur une plage, sans préciser où, mais ça sent quand même pas mal les États-Unis. Et elle indique que ses horaires étaient assez changeantes, mais qu'il lui arrivait souvent de faire l'ouverture, comme le fameux jour qui nous intéresse. Ce jour-là, j'arrive tôt le matin pour tout installer. Les drapeaux, les panneaux, bref, tout le matériel. Et pour être honnête, je suis en gueule de bois et j'anticipe déjà le fait que la journée va être très 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 longue. Mais alors qu'elle est en poste depuis à peine quelques minutes, une femme lui a fait signe de loin pour lui dire de venir. Alors, je suis au fond du trou, je comprends pas comment quelqu'un peut déjà venir me faire chier de bon matin, même si c'est mon métier après tout. En tout cas, elle commence alors à trottiner vers la personne en question, mais elle avance rapidement, mais elle court pas non plus, rien d'urgent. Et une fois arrivée au bord de la plage, là, elle essaye de comprendre ce qui est en train de se passer. Ce qu'on l'a appelée, c'est son travail, elle est sauveteuse. Mais pour faire court, la femme qui a appelé Annie, c'est l'assistante d'un adolescent handicapé mental qui est âgé d'à peu près 13 ans et qui doit, lui, de son côté, facilement peser 120 kilos. C'est pas mal du coup. Et pour un meilleur récit, là, elle indique qu'elle a décidé d'appeler la femme Tina et le gosse Tom. Tina a emmené Tom pour une promenade sur la plage avant l'école, mais il a vu l'eau et il voulait désespérément y aller. Tina, c'est une femme d'âge moyen, très petite, qui n'a clairement pas la force de retenir Tom. Alors je comprends pourquoi j'ai été appelée à l'aide. Sauf que Annie, elle n'est pas assistante sociale. Elle est là pour les noyades. Et surtout, elle ne sait pas comment faire avec des personnes handicapées. Et encore moins avec des enfants. En plus, le gosse semble furieux et intenable. Tina commence à me gueuler dessus en m'ordonnant de l'aider à maîtriser Tom, en disant qu'il sait pas nager et qu'il ne doit pas aller dans l'eau. Sauf que de base, mon but c'est de sortir les gens de l'eau, pas spécialement de les en éloigner. Donc voilà, c'est pas comment gérer la situation parce que l'ambiance est très bizarre. Là, Annie, elle est à l'ouest avec sa gueule de bois, elle commence un peu à paniquer quoi. Et d'ailleurs, les émotions de Tina et de Tom ne cessent de s'intensifier et non pas dans le bon sens. Ça part vraiment en vrille. Tom agite les bras dans tous les sens, il essaye d'atteindre l'eau. Tina, elle continue de me hurler dessus comme si c'était à moi de gérer la situation et paniquée et à court d'idées, je décide de serrer Tom dans mes bras. Un gros câlin, c'est la seule chose à laquelle je pense. Alors lui, Tom, il se débat très violemment, mais voilà, le câlin fait que du coup il finit par se calmer. Et d'un coup, aussi vite que le chaos avait débuté, il n'y a plus un cri et la plage redevient silencieuse. Alors je relâche mon étreinte pour donner à Tom de l'espace et c'est à ce moment-là que les choses vont repartir. En fait, à sa grande surprise, Tom se déshabille à toute vitesse. Et en quelques secondes, elle se retrouve face à un adolescent handicapé de plus de 120 kilos, complètement à poil. Et pour remettre un peu de contexte topographique, je précise qu'à cet endroit-là de la plage, il y a une espèce de jetée qui mène jusqu'à l'eau. Et quelques secondes pendant lesquelles j'essaie de comprendre ce qui se passe suffisent à Tom pour se jeter à l'eau quelques mètres plus loin. D'ailleurs, il le sait pas, mais c'est très vite profond. Vous voyez, ça file droit vers le fond assez vite. Là, Annie, il y a un truc qui passe dans sa tête et elle se dit, ok, bon, il faut que j'y aille et que je récupère le gamin, quoi, parce que sinon, il va être vraiment en danger. Pendant ce temps-là, Tina continue de me hurler dessus en criant à Tom de sortir de l'eau. C'est un avant-goût de l'enfer pour moi. Surtout qu'effectivement, le gosse ne sait pas nager. Donc je suis en train de me battre avec Tom et je peux pas le maîtriser. Il est beaucoup plus fort que moi. Sauf que là, à ce moment-là, le petit Tom qui est en train de s'enfoncer de plus en plus dans l'eau, il n'arrive pas à flotter et du coup, il est en train de boire la flotte. Alors que son assistante sociale, dont c'est le job, elle est toujours sur la plage, en mode harpie, à hurler à Annie. Mais faites quelque chose, attachez-le! Mais Annie, vraiment, situation hyper compliquée parce que du coup, certes, le gamin est un peu en danger à ce moment-là, mais il est tout nu et il est grand et gros. Voilà, hyper mal à l'aise quoi. Dans la panique, je me dis quand même que c'est très admirable d'être aussi borné à vouloir aller dans l'eau alors qu'on sait pas nager. Et bon, après de violents efforts, j'arrive à le ramener sur le rivage à la nage et sur
surtout grâce à l'aide d'une vague. Alors dans son malheur, il y a un petit peu d'éclaircie car tout ce bordel a quand même commencé à attirer du monde sur la plage. Mais Annie relâche un peu la pression et le gosse essaie de retourner à l'eau. Et surtout, il commence à me griffer et me mordre, et il fait pas les choses à moitié. Je me retrouve donc à me battre littéralement avec un gosse de 13 ans à poil, sauf que ça commence à s'éterniser, et vu que je suis dans un sale état, je commence à sentir mes forces me quitter. Et la force physique ne servant à rien, elle essaye alors de lui parler avec des choses très bêtes. Tu veux une classe? Tu veux juste pas aller à l'école? Et l'autre hystérique, Tina, donc son assistante sociale, enchaîne. Tu veux ton nounours? Je vais en parler à ta maman si t'arrêtes pas. Mais ça ne change rien. Le gamin reste du coup infernal. Jusqu'au moment où Tina a l'idée, qui paraît très bête sur le papier, de lui proposer un bretzel. Et là, d'un coup, c'est pas, mais ça calme instantanément Tom. Il se défait alors de moi avec une facilité déconcertante. La scène est alors surréaliste. Il y a le petit Tom qui court à poil au milieu des joggers et puis des cyclistes de bon matin sur la terre ferme parce que les bretzels vont être dans la voiture plus loin qui sont suivis par Annie et par Tina qui hurlent n'importe quoi pour l'arrêter. Sauf qu'une fois arrivé vers le parking, je commence à avoir peur qu'il se fasse percuter par une voiture. Heureusement, la voiture de Tina s'ouvre à distance et une fois la portière entrouverte, Tom se réfugie dedans, sans se faire percuter par une voiture entre-temps, ce qui relève du miracle. Bon, Annie peut faire un peu retomber la pression, car à ce moment-là, on va dire que c'est plus son problème. Et donc, lessivée mais heureuse, elle retourne à son poste sur la plage. Entre-temps, mes collègues étaient arrivés au poste. Du coup, quand j'y retourne, il me faut remarquer que je suis trempée, mais surtout ensanglantée. En fait, avec la pression, elle n'avait pas fait attention, mais effectivement, elle a les bras et la poitrine remplis de griffures. Et elle est d'ailleurs pleine d'égratignures, elle a des morsures partout. Combat avec un fauve. Vu qu'il y a eu agression physique, j'ai dû signaler l'incident et remplir un rapport officiel. J'ai eu le droit dans la foulée à toute une chier de flics qui sont venus m'interroger, à coup de « racontez-nous comment ce gamin nu vous a agressé ». Et un médecin, qui est arrivé sur place, lui a même demandé de rejouer les pauses pendant qu'elle luttait avec le gosse. D'ailleurs, on l'a aussi obligé à aller aux urgences pour faire des analyses de sang. Bref, j'ai trouvé ça totalement démesuré et ça m'a pas vraiment aidé à rapidement oublier cette matinée. Pour cette troisième et dernière histoire, nous allons partir en sens inverse et là voir une gamine qui a été confrontée à un maître nageur. Alors, notre histoire est racontée par une certaine Mira B et elle remonte à l'été 2016, précisément. Alors, on ne sait pas exactement où c'était, mais globalement, c'était les États-Unis. Elle ne précise pas non plus son âge, mais probablement fin d'adolescence. Et elle nous explique qu'elle allait très très souvent à la piscine de sa ville, surtout l'été où elle crevait de chaud. Ce qui va donc là nous amener au jour précis qui nous intéresse. Ce jour-là, alors qu'il est environ 14h en plein été, la piscine est quasiment déserte, ce que je comprends pas trop vu que c'est habituellement blindé. Et il n'y a d'ailleurs qu'un maître nageur pour surveiller la piscine. Et il semble d'ailleurs éteint, complètement vide. Faut que je vous le précise, mais je suis une personne très très sociable, peut-être même un peu trop. Et je me mets donc en tête d'aller taper la discute avec lui. Et d'ailleurs, elle le décrit comme un mec d'une vingtaine d'années, assez neutre quoi. Je m'approche alors de lui et je commence à lui parler, en lui demandant comment il va, si sa journée se passe bien. Le maître nageur se retourne vers moi et alors qu'il est à quelques dizaines de centimètres de mon visage, me hurle dessus. Fous-moi la paix, laisse-moi bosser. Alors Mira ne sait pas du tout comment réagir face à ça, mais elle dit quand même qu'elle a eu la malchance de sentir son haleine, parce qu'il a crié très fort près d'elle, logique. Et elle ne s'attendait bien sûr pas du tout à ce qu'il réagisse comme ça. Surtout qu'en plus d'elle, il y avait 2 personnes dans la piscine. Bien évidemment, si je l'avais embêté alors que la piscine était blindée, j'aurais compris. Mais là, il y a juste aucune raison de réagir de la sorte. Donc pourquoi il est aussi furieux? Qu'est-ce qui fait que du coup il a pas apprécié son bonjour quoi? Bon, Mira décide de faire demi-tour, et alors qu'elle est en train de s'éloigner de lui, elle l'insulte de tous les noms. Elle est quand même très furieuse elle aussi elle est pas contente comment il lui a parlé. Sauf qu'il surréagit et il m'a carrément exclu de la piscine sans aucune raison valable. Je suis furieuse mais je décide de pas aller au conflit et je me casse. Environ 1 heure plus tard, elle rejoint sa mère au Taco Bell du coin pour manger avec elle Mais seulement 2 petites minutes après qu'on soit rentré, je remarque que le maître nageur entre également dans le restaurant. C'était très bizarre et hyper creepy de mon point de vue. À quel moment il rentre en même temps qu'elle? Pourquoi ici? Étrange coïncidence. J'essaye de rationaliser en me disant que c'est sans doute sa pause déjeuner. Et le problème, c'est que même en étant de l'autre côté du resto, lui, il la fixe droit dans les yeux. Il cligne à peine des paupières et il semble monter tellement en pression que son visage devient de plus en plus rouge. Comme s'il était furieux et sur le point d'exploser. Bref, Mira mange avec sa mère sur place et elle essaye de ne pas prêter attention à ça. Sauf que vous voyez, c'est comme quand il y a quelqu'un qui vous fixe, vous faites attention, vous pourrez pas le fixer, mais vous savez qu'il est là, bref, c'est hyper gênant. Et le repas s'éternise parce que sa mère met 3 plombes à bouffer. Et à un moment, Mira, elle en peut plus, elle a besoin d'aller aux toilettes. À peine arrivée dedans, la porte s'ouvre derrière moi et vous l'aurez sans doute deviné, c'est le maître nageur. Il me fixe droit dans les yeux. Là, Mira, elle a pas le temps de faire quoi que ce soit, que le type se jette sur elle, il la pousse contre le mur et il lui chope la gorge. Il serre alors de plus en plus. Là, j'ai du mal à respirer, je peux absolument rien faire vu la force du mec et ma vision commence peu à peu à se troubler. Je suis en train de perdre connaissance et je vois juste quelqu'un d'autre entrer dans les toilettes avant de tomber dans les vapes pour de bon.
Quelques temps plus tard, elle sait pas combien de temps, mais Mira finit par se réveiller et elle voit un médecin au-dessus d'elle, ainsi que sa mère, qui est complètement paniquée. Et là, le médecin lui indique qu'elle a eu pas mal de veines qui ont explosé sur son visage, ainsi qu'au niveau de son cou. Mais que, heureusement, elle n'a rien de fracturé ni de cassé. Alors que je reprends connaissance pour de bon, je me demande surtout pourquoi ça en est arrivé là. Pourquoi le mec était si furieux au point de me suivre jusque dans un fast-food pour essayer de m'étrangler ensuite. Ça, elle ne le saura pas avant un petit moment. Un peu plus tard, j'ai eu le fin mot de l'histoire. L'après-midi même, quand il m'a hurlé dessus, son manager n'était pas loin et il a vu toute la scène. Et il l'a du coup directement viré. Évidemment, Mira, c'était pas du tout son but, elle le savait même pas, elle voulait juste taper la discute. Mais à cause de ce petit échange, il est sorti de ses gonds jusqu'au point de vouloir me tuer. Là, il est alors la traqué jusqu'au restaurant où il s'est passé ce qui s'est passé. Je sais que le mec est allé en tôle suite à ça, mais je me dis surtout que si personne n'était entré dans les toilettes quelques secondes après mon agresseur, je serais à coup sûr morte aujourd'hui. Et bien voilà pour ces histoires du jour, j'espère que ça vous a intéressé. Si vous avez déjà vécu des trucs similaires, n'hésitez pas à en parler. Évidemment, avec l'été qui arrive, je vous souhaite du coup de passer un excellent moment et rassurez-vous, ça va bien se passer. Sauf peut-être 2-3, forcément dans le tas, il y en a toujours. N'oubliez quand même pas que le monde est quand même super safe et que ce sont des histoires exceptionnelles, même si ça peut arriver de temps en temps, faut pas que ça vous empêche de vivre. Sachez aussi que la semaine prochaine, du coup, je parle encore un peu plus en fait du projet Conte, les grands locaux horrifiques qu'on fait comme sorte de manoir d'horreur. Et du coup, vous pourrez un petit peu découvrir où est-ce qu'on en est actuellement. Petit spoiler, mais on est en train d'entamer la décoration finale, donc on est sur la dernière ligne droite. Voilà, moi je vous dis à bientôt et puis bonne nuit.